Voilà, alors bonjour à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Eline Savio et je suis engagée depuis mars 2014 pour un projet sur 3 ans qui consiste à développer des activités extrascolaires pour les jeunes de 12 à 25 ans sur 3 communes. Donc il y a une vallée latérale d'Anneviers, il y a 2 espaces ruraux qui sont Chipis et Grosne. Et en fait, ce projet, juste pour donner un tout petit peu le cadre, donc il est subventionné à moitié par la Confédération durant 3 ans, et les communes prennent en partie le reste durant ces 3 ans. Et au bout des 3 ans, elles peuvent choisir ou non, en fonction du travail qui a été effectué et des besoins, si elles veulent continuer ou pas avec un poste uniquement pour elles, ou bien un poste encore pour 3 communes, qui sait peut-être. Alors, Santa Gio, je travaille pour le service sport, jeunesse et intégration de la ville de Monté. Je suis responsable. Et comme on est là pour parler d'animation socioculturelle, je trouvais important juste peut-être en quelques clins d'œil de parler quel rôle a l'animation dans chacun des pôles du service. La jeunesse, tout d'abord, c'est vraiment, je dirais, le pur produit d'animation socioculturelle. C'est vraiment la jeunesse qui a construit le service et les animateurs. Ensuite, on a le pôle intégration qui, je dirais, a beaucoup de liens avec l'animation socioculturelle, partage beaucoup de valeurs, utilise beaucoup d'outils de l'animation. Par contre, il y a aussi toute une dimension liée, je dirais, aux autres domaines du travail social. Et je terminerai par le sport. Le sport a été, je dirais, ajouté à la jeunesse il y a 5 ans et n'a pas la culture de l'animation socioculturelle, assez peu de liens, et ça a été un des défis quand le service a été associé à la jeunesse, d'amener des touches d'animation et des outils et des valeurs. Voilà, bonjour, moi je m'appelle, Jérémy Lugari, je suis animateur socioculturel, je suis en charge de direction pour le centre de loisirs et culture de Martigny, dans lequel on a un secteur enfant, un secteur jeune, un secteur socioculturel, la pratique de l'éducation de rue et également le développement d'un projet sur les régions sous le même format que qu'Evelyne nous a présenté pour les communes de Trien, Finhaut, Salvan et Verveillat. Voilà, donc j'ai un diplôme d'animateur. Moi, j'ai également fait un master sur les questions de gouvernance à distance et les rapports entre le secteur privé et le secteur public également et sur les pratiques aidantes pour faire des partenariats facilitants. Aujourd'hui, moi, je me suis permis d'utiliser le thème et puis de mettre un pavé à gauche et une pantoufle à droite. On ne voyait pas un côté politique ou des symboles autres que la pantoufle, et puis plutôt l'objet du militant. Voilà. Ok, merci beaucoup. Donc peut-être juste pour commencer un petit peu cette table ronde, un petit peu clarifier les thèmes en fait, qui consistent les enjeux. Donc, quand on parle d'animation socioculturelle et de politique, en fait, de quoi est-ce qu'on parle réellement, peut-être Jérémy? Alors c'est un sujet qui est vaste. Quand on parle d'animation socioculturelle, on parle d'un métier, on parle d'une pratique HES, avec des compétences qui sont affûtées, qui sont toujours en évolution, qui s'adaptent au contexte. Et quand on parle de politique, pour moi, on parle de gouvernance, on parle d'un souhait d'un mandant d'une municipalité d'appliquer un certain nombre de services, de prestations qui vont aller en faveur des citoyens, que ce soit des enfants, que ce soit des jeunes, que ce soit des personnes en situation de handicap, que ce soit des aînés, tout type de population dans un contexte donné. Donc pour moi, l'articulation entre le métier et la politique, c'est, je ne veux pas faire la conclusion maintenant, mais c'est de trouver la bonne articulation et peut-être même la bonne traduction, j'utiliserai souvent ce mot de traduction, entre un langage social, HES, avec tout ce que ça représente, et un langage plutôt politique, voire gestionnaire, d'un monde politique, d'une gouvernance. Ok, merci beaucoup. Et Santa, quand on parle d'intégration, de quelle forme d'intégration on parle, de quel type d'intégration, parce qu'on pourrait dire, mais finalement on peut intégrer à peu près l'ensemble de la société, mais donc quoi et comment, et qu'est-ce que tu mets toi derrière le mot intégration? Je pense qu'il y a vraiment 2 plans
plan, quand on parle d'intégration, il y a l'outil intégration sociale qui touche vraiment tous les domaines de l'animation et du travail social. Il y a le plan vraiment, moi dans mon service, quand on parle d'intégration, je suis vraiment dans l'intégration des migrants, avec une touche qui est vraiment dirigée des actions qui est liée à une population cible. Et je pense que c'est deux types d'actions complètement différentes. Une fois quand on parle d'intégration des migrants dans un service, on est dans des objectifs. Quand on parle d'intégration sociale, on est dans des outils et du travail de terrain. Ok, aujourd'hui on va être plus dans l'intégration des migrants. Après, je pense que ça dépend des questions, mais j'essaierai plutôt de lier et puis de repréciser le contexte. Mais je pense qu'on est très actif aussi au niveau de la jeunesse dans l'intégration sociale. C'est vraiment, je dirais, pratiquement l'outil numéro 1. D'accord, merci. Et Evelyne, alors politique, intégration, on arrive dans un modèle d'animation socioculturelle qui quitte le centre de loisirs, on arrive sur des communes. De quoi on parle en fait quand on parle de Remuur? Oui. Alors là, on parle de changement de pratique, donc on a vu que le Remuur se faisait déjà il y a de nombreuses années, mais il se développe, il évolue. Et c'est vrai que moi, dans ma pratique, donc je suis essentiellement hors mur, je suis rattachée au centre de loisirs de Serres pour tout ce qui est administratif, bureau, mais je me déplace pour voir les habitants, plutôt les jeunes, mais j'essaie aussi de toucher l'ensemble des villages. Et puis, c'est une évolution dans les pratiques. Et je dirais la particularité par rapport à ce projet, c'est que je ne suis pas insérée dans le village même. Je suis en ville et je ne suis pas sur le plan villageois dans le village. Donc ça complique un peu les choses, mais ça me permet aussi de me rendre plus facilement dans les deux autres villages. Donc voilà. Donc changement de pratique et puis uniquement du hors-mur. Ok, merci. Maintenant, pour ces précisions, pour faire un petit peu le lien avec la thématique d'aujourd'hui du pavé à la pantoufle, on l'a vu ce matin un petit peu l'évolution du métier, on a vu qu'on était au début de l'animation, on revendiquait, on était contre, on se battait. Et puis ce terme pavé à la pantoufle, est-ce qu'aujourd'hui l'animateur socioculturel, il est toujours aussi revendicateur ou est-ce qu'il est plus avec dans sa posture de militance? Est-ce qu'on lance des pantoufles, danser des pavés? Comment vous ressentez, vous, sur vos pratiques, ce côté un peu militant de l'animation socioculturelle? Alors moi, je dois dire assez clairement que je pense que ça fait bien longtemps que j'ai enfilé mes pantoufles et puis que j'ai rangé les pavés dans ma poche. Par contre, je suis assez persuadée que j'ai des pantoufles tout-terrain, que je vais vraiment partout, là où je peux construire ce que je peux, et puis que les pavés, je les ressors, mais je les utilise comme des briques, parce que je crois qu'on n'est plus dans la revendication, on est plutôt dans la co-construction. Et puis ce qui est important, et là où moi je me retrouve dans le côté militant, mais je mets vraiment des guillemets, parce que je pense pas... Je ne me retrouve pas dans le côté animateur évolution, comme parlait M. Bilderbost ce matin. Par contre, je me retrouve vraiment dans l'animateur évolution, où j'essaye de vraiment travailler pour une plus-value de la population de mon service, et puis de faire avancer leur bien-être social, en fait. Et je pense que là, on faisait un lien avec la politique, on est vraiment dans une dynamique de co-construction. Parce qu'on ne peut pas le faire seul, on est obligé de le faire avec eux, on essaie vraiment de construire ensemble. Pour moi, aujourd'hui, le pavé ou la pantoufle, il est de l'ordre de l'outil, en fait, de quelle forme, quelle stratégie on va utiliser pour être l'acteur du changement. Moi, j'ai bien aimé ce matin cette vision de dire, mais est-ce que c'est pas mieux d'être à l'intérieur et puis de torpiller depuis l'intérieur? Finalement, tout ça, c'est une question de valeur. Je veux dire, que ce soit le pavé ou la pantoufle, c'est qu'est-ce qu'on défend et c'est quel est le sens qu'on met derrière nos activités, derrière notre action, derrière la relation qu'on a avec les personnes. Et quel que soit l'outil qui soit utilisé, ce qui est fondamental, c'est vraiment ce côté des valeurs et du faire avec. Peut-être qu'une des populations qu'on doit explorer, qu'on est en train d'explorer aujourd'hui, c'est peut-être justement le politique. Peut-être que maintenant, on a appris ce langage-là, on sait parler avec le politique, on apprend à décoder ces enjeux-là,
On parle d'analyse de faisabilité, de contexte. Je dirais la formation maintenant, elle aiguise également les étudiants sur ce plan-là. Et puis finalement, quand on arrive à faire avec le politique, on actionne un bras de levier qui est juste phénoménal. Par contre, ce bras de levier-là, il est très difficile ou très compliqué à atteindre. Et puis pour pouvoir le tirer, il est rempli de résistance. Et c'est toute la stratégie ou toute la subtilité du professionnel de l'animation qui va faire que ce levier peut être tiré à un certain moment. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas revenir en arrière. Hein. Quand on tire un levier, moi je vois l'image de ces vieux leviers anciens, c'est-à-dire qu'à un certain moment, si on lâche, il repart en arrière. Et c'est vraiment ce côté-là. Et du moment qu'on arrive à actionner ça et à entrer dans le monde politique avec nos valeurs d'animation, et qu'on est dans le faire avec, dans la co-construction à ce niveau-là aussi, à mon avis, on est acteur du changement, mais avec des opportunités ou des conséquences positives qui sont très importantes. Donc c'est pas un mauvais investissement que d'investir aussi ce monde-là. Mais il ne faut pas oublier la base, il ne faut pas oublier le terrain, il faut faire attention à ne pas être récupéré, il faut être fort avec ses valeurs, il faut aussi pouvoir dire non, il faut être malin. J'ai bien aimé cette notion qu'a appelée Gabriel ce matin, c'est pas d'être gentil, c'est d'être malin, c'est d'apprendre c'est comprendre cette norme dans ce milieu-là pour pouvoir être efficace. Voilà, pour ma part, c'est aussi un peu la même chose, donc on est vraiment dans un esprit de co-construction. À travers ce projet, j'ai un groupe de pilotage composé des politiques, donc on se voit régulièrement, on construit le projet, les lignes, vers quoi on veut aller, et des fois c'est plus facile de faire passer certains messages, des fois c'est un petit peu plus compliqué, mais l'idée c'est aussi, en travaillant sur les villages, les espaces ruraux, etc., c'est de faire entendre les besoins des gens, et ça passe aussi par un grand travail de réseau, à se faire connaître, les gens, à trouver les personnes clés qui eux aussi pourront mettre des fois les pantoufles ou bien lancer le pavé si nécessaire aussi. Voilà, donc c'est la co-construction. Ok, donc là on entend construction de réseau, on entend s'appuyer sur les populations, mais je peux imaginer qu'à un certain moment, quand je suis face aux politiques, ils ont certaines attentes, ils ont des mandats qui confient aux animateurs et aux animatrices socioculturelles. Et concrètement, ça se passe comment? Parce qu'on peut imaginer que le politique, ne connaissant pas forcément le travail qui est fait, peut avoir des attentes et une vision un petit peu décalée avec la réalité professionnelle. Je crois qu'on a parfois une vision du travail avec le politique très binaire. Il y a une espèce de monde politique qui sera un peu le mont Olympe, qui aurait tout pouvoir sur nous, pauvres animateurs. Par contre, je pense que le monde politique, je ne dis pas qu'il est toujours dans le juste, ouvert d'esprit, mais il y a vraiment une volonté je dirais pas de comprendre, mais de mettre des outils en place qui fonctionnent. Et c'est là où on arrive à sortir, en guillemets, notre épingle du jeu, parce qu'il y a rarement un politique qui a pris, puis qui a écrit de A à Z un mandat de prestation pour un centre de loisirs ou un lieu d'animation. Par contre, il fait appel à des gens qu'il souhaite utiliser pour mettre en place ce concept. Donc là, de nouveau, on n'est pas dans un mandat précis, carré, qui est donné par le politique, mais on est dans une construction qui intervient souvent. Si on regarde dans l'histoire des centres de loisirs, on ne s'est pas levé un matin et puis 3 mois après, on a construit un centre de loisirs. Il y a tout un historique qui est fait par des populations bénévoles qui amènent des réflexions, qui nourrit le mandat de prestation. Et ça, on oublie parfois dans notre travail quotidien qu'on est vraiment dans une dynamique de va-et-vient d'information. Et ça, je pense que c'est quand même de maintenir ce passage d'information. C'est vraiment un des outils numéro 1 dans le métier de l'animation, c'est communiquer, informer, faire en sorte qu'il y ait une certaine transparence. Mais souvent, moi je bosse pour un service communal, c'est clair que je suis un outil du monde politique, c'est le monde politique qui me paye, c'est le monde politique qui a validé ma formation, les prestations qu'on offre au niveau du service. Par contre, je suis consultée. On
on a notre mot à dire sur ce qu'il fait. Et la deuxième chose qui rentre en ligne de compte, c'est vraiment la confiance qu'on arrive à mettre en place avec le monde politique. S'il y a une confiance, on peut construire quelque chose. Il n'y a pas la volonté, le monde politique, lui, veut donner du travail à des gens, ne veut pas prendre en charge les projets. Ça veut dire que s'ils ont assez confiance pour nous donner le projet jeunesse ou intégration, on peut faire du job. On peut donner notre mot, on peut donner nos valeurs. C'est vrai qu'on est dans un mode de fonctionnement où, quelque part, on agit, on fait une prestation qui vous est déléguée. Ça veut dire le modèle où la ville décide de ce qui va être fait sur le terrain, c'est un modèle qui, actuellement, se perd. Je veux dire, on crée des services jeunesse, alors des fois on revient en arrière quand même, mais on fait confiance à une association qui va développer l'aspect terrain. Et un des enjeux réside dans la négociation de qu'est-ce qu'on va développer sur le terrain. Parce qu'on peut être d'accord sur les valeurs qui vont faire la mise en place d'une action socioculturelle dans une ville ou dans un village, dans une région, dans un territoire, mais après on peut ne pas être d'accord sur les moyens utilisés pour atteindre les objectifs qu'on aurait co-construits. Et je pense qu'un enjeu fort, c'est de pouvoir maintenir la décision quant aux moyens, quant au rythme, quant à quel type d'action on va faire pour réaliser l'objectif. Parce que dans une méthodologie, enfin un projet, on sait très bien que pour un objectif, il y a une panel de moyens qui est à disposition des animateurs. Tout réside sur cette négociation pour pouvoir garder l'expertise terrain sur comment on met en place les choses. Ok, merci. Peut-être juste rajouter un petit mot, un cas pratique. Donc moi, quand j'ai débuté, les communes avaient des besoins très particuliers. Donc peut-être pour vous en dire un peu plus, pour la commune de Groom, c'était axé sur un local. Donc un local est à disposition des jeunes. Mon rôle était de coacher les jeunes dans ce local. Pour la commune d'Anivier, mon rôle était de développer des activités extrascolaires, car il y a un horaire continu où les jeunes finissent l'école à 2h30. Et la commune de Chipis, ça touchait tout ce qui était attrait à l'intégration. Chipis étant un village très multiculturel. Voilà. Et donc ces objectifs ont été un peu fixés, les communes étaient très fixées sur ce qu'elles voulaient, ce qu'elles ne voulaient pas. Et en fait, je me suis quand même permise de faire un diagnostic auprès de ces jeunes, ce qui m'a permis en fait d'aller plus loin. En demandant l'avis des jeunes, les communes ont dû aussi évoluer vers d'autres perspectives. Et puis ça, je pense que c'est aussi important de le montrer. Et on le vit exactement de la même manière dans le projet des régions sur Martigny, où finalement le projet fait exister le besoin des communes. Et notre pavé à nous, c'est de faire exister le besoin des jeunes. Il n'est pas écrit dans le concept du projet, il est constamment négocié autour de la table pour qu'on puisse entrer dans une phase initiale à dire oui, on va travailler sur les besoins que vous avez au niveau de la municipalité, mais nous, notre travail et notre plus-value, c'est de faire en sorte que la population jeune, globalement la population du territoire concerné, puisse aussi affirmer des besoins, et quelque part, le projet sera construit en tenant compte des besoins des municipalités et des besoins de la population. Exactement. Ok, merci. Mais maintenant, j'entends bien donc, la confiance, la visibilité, s'appuyer sur les besoins, aller de l'avant, mais est-ce qu'on peut rester dans cette posture de lancer la pantoufle en fonction de toutes les thématiques, ou est-ce qu'à un moment donné, l'animateur socioculturel ne devrait pas aussi prendre le pavé par rapport peut-être à des thématiques comme l'intégration ou, comme tu l'as expliqué, par rapport à Chipis, où il y a une majorité de population qui est étrangère. Est-ce qu'à un moment donné, on reste tout le temps avec cette pantoufle ou on lance le pavé? Moi, j'ai pas l'impression de lancer des pavés parce que je trouve que c'est une image un peu trop forte et puis elle colle pas vraiment à ma réalité. Par contre, je pense que dans ma pratique, je suis vraiment engagée pour la population avec qui je travaille et j'essaie vraiment de me faire le réceptacle de leurs besoins, de leurs problématiques et de les ramener
au niveau, je dirais, politique, mais aussi au niveau de l'espace citoyen, de la commune et de la ville. Et je pense que dans mes stratégies, je le fais plutôt par le dialogue, par la rencontre, par des frappes chirurgicales. Je veux dire, j'essaye au bon moment de viser l'opportunité du moment où il y a certains messages qui peuvent passer. Et j'essaye aussi de faire avancer vraiment, de mettre les impulsions là où il y a une opportunité de faire avancer. Parce que je trouve que quand il y a l'opportunité, on arrive vraiment à faire évoluer les choses. Et l'objectif en tant que responsable d'un service, c'est de créer ces opportunités, ces moments qui font qu'il y a des possibles. Mais je crois vraiment au travail de fourmi et au travail dans le temps. Je pense que c'est vraiment essentiel de ne pas oublier que les objectifs qu'on vise, ce n'est pas sur 2 mois, c'est vraiment sur le long terme. Pour ma part, je n'ai pas encore eu l'occasion de lancer le pavé. Non, ce que je voudrais dire aussi, c'est que pour ma part, je ne pense pas que l'idée est de lancer ou non le pavé. L'idée est vraiment de renforcer les liens en fait, sociaux et de pouvoir agir des gens. Et c'est par ce biais-là en fait qu'il y a une co-construction et que ça va changer et mener à un changement. Donc non, pour moi, c'est pas l'idée du pavé. Moi, j'ai envie de dire qu'il faut savoir lancer le pavé au bon moment. Moi, j'aime bien l'idée de la frappe chirurgicale. C'est vraiment quelque chose qui me parle. Moi, je lance le pavé quand je dis non, simplement. Et que je ne suis pas d'accord et que je m'oppose et que je résiste. Par contre, la forme de résistance que je choisis, elle n'est pas imagée avec un meneur, brique à la main, Doc Martens au pied qui va aller lancer les pavés en prenant quelque part parti d'un camp. Et si on veut garder une position de médiateur, on ne peut pas prendre parti. Après, comme disait Gabriel ce matin, on a quand même envie que les bleus ou les rouges ils gagnent à un certain moment. Plutôt les rouges. Et de ce point de vue-là, résister, pour moi c'est essentiel, mais la résistance elle prend du temps, elle prend de la méthode, elle prend de la stratégie. On doit savoir placer le curseur au bon endroit. Si on y va frontalement, on va se griller, on va face au pouvoir, on va face à ceux qui ont les moyens. C'est très difficile de mobiliser la masse maintenant, parce qu'on est dans un confort pantoufle qui fait qu'on a à peu près tout ce qu'on a besoin, et c'est très difficile de revendiquer autre chose. Par contre, avec les compétences de l'animation socioculturelle, de manière très subtile, on peut arriver à faire changer les choses. On peut réussir à créer des groupes d'intérêt, à faire des associations, à remettre le pouvoir, à former les gens, à donner les compétences aux bons endroits pour que ces groupes-là puissent avoir l'autonomie nécessaire pour faire une forme de changement. Mais pour moi, lancer un pavé, c'est déjà dire non. Je ne suis pas d'accord avec ça, je donne mon idée, et puis, d'une manière ou d'une autre, si vous le voulez ou si vous ne le voulez pas, je vais réussir à faire entendre mon opinion à travers quelque chose qui sera de l'ordre de la plus-value pour vous. Parce qu'en plus, vous allez être gagnant par rapport à ça. Mais je n'ai jamais dit que vous vous êtes trompé. Une question. Ce qui me titille depuis le début, sur cette reconstruction, sur ce sur quoi on peut renoncer, ce sur quoi on va tenir, moi, ce serait pour vous, concrètement, quelles valeurs ou quels moyens sur lesquels vous ne serez pas d'accord de revenir et qui pourraient engendrer une rupture de cette co-construction. Et concrètement, ce serait lesquels? Je pense que moi, clairement, au niveau jeunesse ou intégration, ce sera le jour où on rentre, je vais parler de manière un peu caricaturale, parce que souvent, le jour où on me demandera de faire de l'animation de consommation, de l'occupation de jeunes, je pense que je pourrais être en rupture. Le jour où on me demandera de cacher les jeunes dans mon centre, le jour où j'aurai plus la possibilité d'exprimer ce que je... Enfin, plus défendre mes populations, la population avec laquelle je travaille, je pense que je serais vraiment... Pour moi, ce serait ça la rupture. C'est quand ce sera vraiment le monde politique qui dirigera mon service et puis plus la population avec laquelle je travaille. Moi, ma limite sera mes valeurs individuelles, mes
valeurs. Je veux dire, dans mon métier, je travaille même au-delà, certaines fois, de mes valeurs individuelles, parce que je place l'intérêt du groupe ou l'intérêt de la collectivité aussi comme étant quelque chose qui est essentiel pour moi, ce qui me permet de travailler avec des populations avec qui je n'aurais pas forcément une affinité. Le moment de rupture serait quand on rentre dans une forme de contrôle social, ou en tout cas dans un moment où l'expertise de ma profession ou de mon institution n'est plus reconnue. Du moment où je suis plus dans de la sous-traitance, et puis finalement on pourrait me mettre en concurrence avec n'importe quel type d'association, formée, pas formée, en même temps on pourrait encore aller les chercher bien plus loin que dans notre région, parce que finalement on applique quelque chose qui a été décidé en haut et on fait l'essence vers le bas. Et ça pour moi sera un moment de rupture. Après, de quelle manière est-ce que je serais plutôt à partir, est-ce que je serais plutôt à me battre un peu? Après, il y a aussi le levier associatif qui pour moi est primordial quand on reste quelque part en forme de prestation, mais il y a quand même une association derrière, il y a quand même un regard citoyen qui est quand même au cœur de la décision de ce qui va se faire. Mais ça ne veut pas dire que c'est tout le temps, l'associatif peut aussi être une façade. Pour ma part, c'est la même chose, donc c'est le jour où je ne peux plus défendre l'intérêt des différents groupes. À ce moment-là, il y aura une rupture et là, il faudra voir comment ça se passe, si on lance le pavé à ce moment-là. Et justement, est-ce que par le biais de la professionnalisation de l'animation socioculturelle, on l'a vu ce matin, est-ce qu'il n'y a pas une tendance de l'animation socioculturelle à se caler dans son fauteuil et puis à attendre quelque part cette posture de rupture ou à de plus en plus se laisser imposer des mandats politiques? Alors, moi j'ai la... Ah, excusez-moi. Prends l'autre. Je la refais. Rappelle-moi la question. Ah, le blanc. Si on s'endort, en fait, c'est un peu ça. Justement, la professionnalisation de l'animation, je pense que la professionnalisation de l'animation, elle a un plus, une reconnaissance du métier. Il y a aussi quelque chose d'assez formel qui fait rentrer, malgré ce qu'on ne veut pas s'avouer, peut-être une manière de faire l'animation socioculturelle où on rend les professionnels ou le métier homogène. Et justement, on se repose un peu là-dessus et on oublie en fait quelque part d'où on vient. Moi, j'ai le sentiment d'être protégée de ça pour une simple et bonne raison, c'est que comme est construit le service aujourd'hui, si on part dans ce mode de fonctionnement, si on s'endort, si on est plus dans le bien-être de l'animateur, de la structure ou du monde politique, je pense que mon service sera déserté par les jeunes, sera déserté par les populations migrantes, parce qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment eux qui nourrissent les projets. Et je pense que ça, pour moi, c'est la meilleure garantie pour durer sur le long terme, et c'est la meilleure garantie pour éviter d'être décrédibilisé sur le plan politique par le fait que tout d'un coup, on n'a plus personne derrière nous. Je crois que vraiment de construire avec des valeurs de l'animation, ça permet de se prémunir de ça. Par contre, c'est une mise en danger, je dirais, un petit peu perpétuelle, c'est des questionnements... Enfin voilà, il y a une espèce d'équilibre qui est pas facile. Et je pense que l'autre chose dans une structure comme un service communal, c'est qu'en tout cas celui de Monté, c'est que sur les 3 pôles, la vraie force de travail, c'est les animateurs. C'est pas la chef de service, c'est pas le monde administratif, c'est vraiment les animateurs. Le service a été construit, à l'heure actuelle, il est basé sur leur travail, quoi. Moi, c'est ce que je défends, c'est des éléments que les animateurs m'amènent. Donc je pense que ça protège. J'espère. Je me permets, mais c'est vrai que ce qui est assez extraordinaire à Montel, c'est que la chef de service, elle est animatrice socioculturelle. Je veux dire, ça dépend, ça donne aussi une couleur au service qui est celle d'animation socioculturelle. Je veux dire,
le métier a évolué, on a voulu aussi le faire évoluer. La formation contribue aussi à quelque part donner un canevas de ce qu'est l'animation socioculturelle. Les lieux reconnus comme étant peut-être plus anciens ou étant un peu les piliers de l'animation socioculturelle contribuent aussi à garder une forme d'animation socioculturelle qui est peut-être un peu plus celle à la valaisanne ou celle façon centre loisir, des choses comme ça. Bon, après, je pense que chaque personne qui exerce le métier est différente. Je veux dire, il y a une palette d'animateurs socioculturels, que ce soit dans l'attitude qu'ils montrent, dans l'appartenance qu'ils ont, dans le parcours de vie qu'ils ont, est de plus en plus différent. Et cette diversité-là, à mon avis, c'est aussi le cœur de cette diversité qui sera là demain par rapport à l'animation, parce qu'on touche tout type de champ, tout type de population avec une manière, une porte d'entrée qui est très différente. Alors peut-être qu'on a formalisé la base pour qu'on puisse avoir cette base assez solide pour pouvoir aller plus loin et puis faire grandir des choses. Et il y a de plus en plus d'animateurs socioculturels qui arrivent dans de nouveaux champs, qui arrivent dans de nouveaux types d'institutions, dans des postes à responsabilité, dans divers domaines. Et tout ça, ça pose aussi des pions sur la compréhension du métier et sur l'évolution que ça peut en faire. Moi, je suis convaincu, persuadé que l'animation socioculturelle, elle a énormément de choses à amener dans divers endroits, mais bien entendu, si on formate un peu, il y aura des avantages et des inconvénients. Je veux dire, c'est évident. Voilà. J'avais une question par rapport à l'intégration. Parce que tu disais, Santa, que c'était l'outil numéro 1. Moi, je vois l'intégration plutôt comme un des sens de l'animation. Celle qu'on connaît le plus, c'est l'intégration par l'insertion professionnelle. Nous, animateurs, quel rôle on a joué très concrètement? Si on a mis ce thème cette année, c'est que ça a été aussi un thème très récurrent dans la presse suite aux événements en France. Alors, pas seulement avec les migrants, pour vous trois, c'est quoi, comment, voilà, c'est le comment l'intégration qui m'intéresserait, puisque nous, on n'en fait pas l'intégration socio-professionnelle, mais socio-culturelle. Tu peux y aller une fois. Comme ça, tu peux réfléchir encore un peu. Pour moi, l'intégration, c'est déjà éviter la marginalisation. Je vais partir de là. Parce que si on arrête de donner des réponses, si on coupe le lien, on marginalise, on exclut, et je dirais même, on crée des problèmes encore plus importants. Donc pour moi, l'intégration, c'est déjà éviter la marginalisation. Donc je suis très sensible à ce qui s'est passé en France, bien entendu pour ce qui s'est passé, je suis très sensible à ce qui se passe aujourd'hui, bien ailleurs aussi. Et moi, ce qui m'a touché dans ce qui s'est passé en France, c'est les travailleurs sociaux qui ont profité de ce malheur, quelque part, pour quand même affirmer qu'ils tirent la sonnette d'alarme depuis des années auprès des jeunes, auprès des politiques, par rapport à des jeunes qui se désinvestissent complètement parce qu'ils n'ont pas la possibilité de s'investir, en fait. Parce qu'on a coupé le lien, parce qu'on a fermé les portes, on a créé des ghettos qui sont forts, et on a arrêté de donner des réponses. Quand quelqu'un vient nous demander est-ce que tu as quelque chose pour moi, et qu'on lui dit non, et que c'est impossible de créer le changement pour lui dire un petit oui, et bien au bout d'un moment, ce jeune-là, ou cette personne-là, elle va aller chercher des repères auprès de la personne qui va lui dire oui, on a quelque chose pour toi, oui, on fait quelque chose pour toi. Et à mon avis, au niveau de l'animation socioculturelle, ce qu'on peut faire, nous, c'est de conserver ce lien et c'est de conserver ce petit bout de réponse qu'on peut avoir, que ce soit pour un migrant, que ce soit pour un jeune, que ce soit pour une personne âgée, de dire vous faites encore partie de cette société. On n'a pas les 40 réponses possibles, mais on en a une pour vous, et puis simplement d'adhérer à votre demande parce qu'on a un bout de réponse, et ben vous faites partie de cette société. Et c'est pas vous n'êtes pas rejeté. Donc, vous y êtes intégré, si petit soit-il. Pour ma part, je pense que l'intégration, ça passe dans notre métier en développant les différentes formes d'expression de vie. Et puis l'idée, c'est aussi de renforcer en fait les liens entre les différentes cultures. Moi, c'est ce que je vois dans ce que j'utilise comme métier. Nous, je dirais que de manière très très concrète, à
Alors, c'est vraiment dans nos pratiques au quotidien, c'est de mettre en lien, mais vraiment vraiment garder ça dans un coin de la tête et de mettre les personnes en lien partout où on peut avec le maximum de personnes. Et puis je dirais qu'il y a pour moi une chose qui est essentielle dans la démarche d'animation, c'est vraiment, quand on parle de participation active, c'est permettre un petit peu des auto-organisations, des prises en charge par les gens eux-mêmes de leurs problématiques, de leur permettre de s'organiser. Et je pense que ce qu'il y a là derrière, et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, c'est de donner de la compétence aux gens. Ça veut dire que n'importe quel groupe de jeunes, de migrants ou de sport qui passe le pas de la porte de mon service, c'est d'évaluer où est son potentiel et de vraiment, pas en tant qu'animateur, de faire à sa place, mais vraiment de lui donner de la compétence, parce que c'est ça qui reste dans le temps. C'est pas un projet, c'est pas... Je veux dire, nous, on organise avec des jeunes à Bâle du Cycle, mais c'est clair qu'à Bâle du Cycle, ça ne va pas changer la face du monde de la ville de Montée. Par contre, les compétences qu'ont les jeunes, que les jeunes peuvent développer à travers ce projet de négocier, d'être en lien, d'apprendre à être frustré, de savoir-faire, ça me paraît vraiment essentiel parce que c'est des compétences qui peuvent être reproduites dans les moments où on peut se retrouver dans des situations d'intégration sociale. Et ça, pour moi, c'est un peu c'est ce qui fait que je me détache un peu du côté militant des fois, parce que je suis vraiment persuadée que c'est le nerf de la guerre, en fait. Ça veut dire que tu es en guerre. Un petit peu. Ça veut dire que tu es certainement militante. Voilà. Je reviens un peu en arrière, parce que moi j'ai trouvé super intéressant, c'est les mots utilisés, c'est pas forcément une remarque, une question, mais plutôt une remarque. Il y avait frappe chirurgicale, il y avait être de l'intérieur et torpiller, ça c'était Jérémy plutôt, et je trouve intéressant que là t'es en guerre maintenant. Et on oublie souvent en fait que chaque action qu'on mène en animation socioculturelle peut être considérée comme un pavé par ceux qui le reçoivent. Et ce qu'il y a de beau quand on jette un pavé dans la mare, c'est que ça fait des ondes. Et moi c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'en fait des fois on pense de plus être militant, on a envie de se cacher un peu dans notre fauteuil ou dans nos pantoufles, mais en fait quel que soit l'objet, on s'en fiche. Ce qui est important c'est d'agir de la bonne manière, de faire de l'animation évolution, et c'est ça que je voulais vous montrer. Je suis pas en train de faire une sorte de leçon, il faut que je fasse gaffe. Mais vous avez trop peur de sauter en militant et de ne pas avoir alors que vous le faites tous les jours. Et c'est ça que j'admire, parce que quand on fait de l'animation et des actions d'animation socioculturelle, je pense qu'on en fait une volée d'étapes chez tout le monde. Et j'adore ce que tu dis, Steve. C'est la thématique d'aujourd'hui, en tout cas pour ma part, m'a obligé à me positionner un peu par rapport à la pantoufle, au militant et choses comme ça. C'est vrai que le regard qu'on peut avoir sur nous-mêmes peut être assez biaisé parce qu'on se dit mais finalement je suis dans la pantoufle, quelle est ma durabilité, est-ce que finalement je suis pas en train de reproduire des choses, que je suis en train d'être récupéré par la vie, par ceci, parce que je fais partie des réseaux, et finalement quand quelqu'un fait un vernissage, je suis invité, donc voilà. Et puis on commence à se poser un peu ces questions. Et puis c'est souvent par les autres personnes, ou par le regard qu'on va avoir, les collègues, par le regard qu'on va avoir la population qui nous dit mais merci, vous ne vous rendez pas compte qu'on a pu faire passer quelque chose, et on ne se rend plus forcément compte de ça. Et si on est à l'aise avec les valeurs qui ont fait qu'on a voulu faire ce métier, je veux dire à un certain moment, on l'est toujours, on a changé le costume, on a changé la stratégie, on a évolué, on a appris. Mais quelque part, l'être fondamental, ce qui nous a poussé, il est toujours là. Et je reviens encore une fois dans les limites. Ça veut dire arrêter, c'est parce qu'on aurait changé cet être intérieur. Et ça peut arriver à n'importe qui. Hein. On a un parcours de vie et puis on peut être amené d'un côté ou de l'autre, d'avoir peut-être l'intelligence d'arrêter le jour où ça correspond plus. Oui, merci à Steve. J'attendais aussi ce positionnement, parce que c'est vrai que je me disais, mais finalement, est-ce que l'animation socioculturelle n'est pas en train de devenir trop suisse, c'est-à-dire d'être dans une culture finalement du consensus et du compromis, et puis si je me réfère à tout la position et le positionnement de l'Amérique latine et ces questions-là, finalement, comment la question du combat politique
dans des espaces où on est quand même dans des espaces de radicalisation. Moi j'entends parler d'intégration, en même temps je me dis finalement quand voilà, je me réfère au 9 février, à tout ce qui peut se passer, je veux dire, venant de France et je vois aussi comment les éléments ont pu à un moment donné être mis de côté, et pourtant il y avait des animateurs, il y avait des gens qui travaillaient, et finalement comment ce combat, réellement il est porté au niveau politique, je veux dire, il est mis en visibilité pour réellement montrer les risques. Et c'est clair, je crois que c'est Marc Liederbos qui en parlait ce matin, entre finalement l'aspect militant et puis le risque que l'on prend lorsqu'on est quelque part payé par le politique, et quel risque on prend finalement à un moment donné à se dire est-ce que ma collègue parlait des limites, c'est-à-dire jusqu'où on irait, mais finalement est-ce que jusqu'où on est capable de pouvoir se mettre en porte-à-faux avec celui qui nous paye à la fin du mois. Donc, je pense en entamant le discours avec lui, très clairement, ça veut dire d'aller dans un espace de discussion et de pouvoir dire maintenant, nous, localement, parce qu'on n'est pas en Amérique du Sud et on n'est pas en France, on travaille à Martigny par une municipalité qui a choisi l'animation socioculturelle, à quelques exceptions près, on n'est pas issu d'un cadre légal. Hein. On est tous quasi payés par une volonté d'accepter cette plus-value qui coûte de plus en plus cher. Et donc on doit défendre ça. Hein. Donc c'est vrai que c'est très difficile des fois de se mettre en porte-à-faux. Parce que celui qui a un peu le pouvoir et qui a l'argent, il pourrait dire maintenant, si tu m'emmerdes, ben, on arrête. Quoi. On est d'accord. Donc ça veut dire c'est entamer ces discussions et puis décider, ou en tout cas proposer une forme de changement. Je veux dire, on ne fera rien évoluer malgré le meilleur lien qu'on puisse avoir avec le politique, de dire je suis travailleur social et je m'insurge parce que la commune ne fait rien. Je veux dire, si on s'arrête au stade-là, je pense qu'on revient très en arrière. Par contre, d'arriver avec une proposition de dire localement, il faut qu'on fasse quelque chose, j'ai une idée. On a des jeunes qui sont marginalisés, on les connaît depuis des années, et c'est des jeunes qui sont à risque parce qu'ils vont être récupérés, parce que ci, parce que ça. On peut leur donner une réponse, ils ont besoin de travailler, ils ont besoin d'un peu d'argent, ils ont besoin de considération. Est-ce qu'on arrive à développer quelque chose pour se donner un peu de cette réponse? Mais on doit arriver avec quelque chose. Parce que le politique avec lequel on parle, il a tellement de choses à faire et il est expert de tout ou de rien. De tout, c'est pas possible. Je veux dire, nous, on est experts et si on est payé, c'est parce qu'on est expert et parce qu'on fait le travail à la place du politique. Mais on doit arriver avec des réponses qui sont concrètes. On doit arriver avec un projet. On peut l'appeler un projet pilote, parce que le projet pilote, ça marche. Parce qu'on dit, on va essayer, on n'est pas sûr que ça va marcher, mais on essaye. Et ils adhèrent. Donc, très concrètement, l'éducateur Mathieu Moulin, l'éducateur de rue, a été voir le président. Il y a un lien et une confiance qui fait qu'on peut aller voir de cette manière directe, mais dire, voilà, nous, on a 4 jeunes à risque. Maintenant, on veut faire quelque chose. On veut que ça change. Ils ont besoin de bosser, ils ont besoin d'une réponse, on leur dit non, on veut mettre en place un système de petits jobs. Et le projet pourrait être essayé. Le président, du tac au tac, il a dit, moi, je te donne 3 000 francs pour commencer, vas-y, fais quelque chose. Mais il est arrivé avec une idée, il a matérialisé, on parlait de mettre de l'immatériel, de matérialiser ce qui est immatériel. Je veux dire, il a donné la carte postale qui fait que la personne en face, elle a compris. Il a traduit son idée et il l'a rendue concrète. La personne, à ce moment-là, peut adhérer. Et c'est ça. Et c'est pas forcément se mettre en porte-à-faux. Alors, il y a certainement des situations où c'est pas possible d'aller de cette manière-là. Et ce sera le choix du travailleur social de se mettre en porte-à-faux, de se mettre en danger, de mettre en danger peut-être même son institution à un certain moment pour faire passer une valeur. Moi, j'ai un peu de peine à me situer par rapport à votre question, en fait, parce que là où moi je vois une différence, puis je vais essayer d'être claire, mais c'est un peu complexe et brouillon dans ma tête, c'est que moi je travaille pour une ville de 17 000 habitants, je travaille vraiment sur du local, c'est là mon terrain de jeu professionnel, en guillemets, et je pense que dans les outils des stratégies, et je pense que ça rejoint ce que dit Jérémy, on n'est pas dans du
du travail comme si on agit sur le plan de la confédération, on travaille dans des milieux politiques, avec des partis, en faisant du lobbying, en défendant des idées fortes, on est vraiment sur le plan local. Et le fait qu'on est dans une petite ville, eh ben on est dans du travail de lien. La politique, elle ne se construit pas la même chose, je pense, à Genève qu'à Montaigne. Et c'est ce qui fait que quand on parle de combat politique, en guillemets, nous, animateurs, enfin moi, peut-être pas nous, moi, animatrice de Montaigne ou chef de service à Montaigne, je ne me reconnais pas là-dedans. Parce que cet outil-là politique, il ne correspond pas à ma réalité et à mon domaine d'influence. Je pense par contre qu'on parle d'être militant ou pas. Moi, je ne me définis pas dans mon identité d'animatrice comme militante. Par contre, je pense que le job que je fais amène quelque chose à la population avec qui je travaille. Et c'est là où je rejoins qu'il y a des remous, c'est là où je rejoins que je travaille pour ma population, donc je suis engagée et j'essaie vraiment de défendre ses intérêts. Mais mon action, elle se porte dans les projets, dans le quotidien, dans le terrain, elle n'est pas sur un plan de lobbying politique. Et je pense que c'est vraiment le contexte qui fait ça. Moi, j'ai aussi un peu plus de peine à me retrouver. Donc, Santa disait, Montaigne est une petite ville. Donc, moi, j'ai un minuscule village, enfin des minuscules villages. Donc, c'est vrai que je ne suis pas du tout dans cette dynamique-là. Pour vous donner un exemple, bien, j'étais en Remur à Chépis. La politique était avec moi durant l'activité. Donc, c'est pas du tout ce travail. Il n'y a pas ce côté aussi inaccessible. Il y a vraiment cette co-construction qu'on dit depuis le départ. On m'a souvent demandé si je voulais faire de la politique. On m'a demandé, est-ce que tu ne voudrais pas faire de la politique? Moi, j'ai l'impression de faire la politique tous les jours. Tous les jours, par mon action, je fais la politique. Je fais la politique jeunesse, je fais la politique migration, je fais l'intégration, je fais les aînés. On est amené à participer à des groupes de travail au niveau cantonal, au niveau régional, avec de manière interdisciplinaire, avec la police, avec les enseignants, les choses. On fait passer des choses, on fait passer des valeurs, on fait de la politique tous les jours. Et c'est une des grandes chances du métier. Alors clairement, au niveau local, c'est génial quand on est dans une petite ville, parce qu'on a un accès direct aux décisionnels, quelque part. Mais on est la politique, on fait la politique. Et celle qui, pour moi, est la politique au sens noble du terme. Bon, puisqu'on me passe le micro, je vais ramener ma fraise. Alors, à 71 ans, je suis dans les Charentaises. Vous avez remarqué la rime riche, hein, au passage. Merci. C'est mon côté poète. Et j'ai envie de jeter, non pas un pavé dans la mare, parce que ça serait pas sympa après avoir été accueilli si gentiment par vous, mais j'aimerais bien jeter une poignée de gravier quand même, pour faire encore plus d'ombre, si je puis me permettre. Alors, ma réflexion, si vous me donnez 3 minutes, c'est pas... J'ai pas envie de donner de leçons, parce que j'ai aucun droit pour le faire, mais j'aimerais que la réflexion s'élargisse un tout petit peu. Depuis quelques minutes, j'observe, j'écoute, je prends note des mots aussi, je suis un peu surpris par moments. Et je crois que c'est important de jouer sur les mots. Alors je vais vous raconter une anecdote, et comme ça vous comprendrez peut-être ce que je vais essayer de dire après. C'est pas une agression, hein, ce qui va suivre. Alors je suis engagé dans cette école il y a très longtemps pour enseigner la relation et la communication entre les jeunes. Et le titre du cours que j'avais proposé au gouvernement, c'était « Psychologie de la communication ». Du coup, on m'a convoqué chez le chef du gouvernement de l'époque, et on m'a expliqué que la psychologie de la communication on ne pouvait pas l'enseigner parce que la psychologie est un instrument satanique au service du démon, je cite. Bien. Donc je rentre chez moi, je réfléchis, et le lendemain, j'amène un nouveau projet au chef du gouvernement, et j'avais appelé ça « technique de communication ». Là, on m'a dit « vous avez tout compris, M. Liderberg, ça, il faut enseigner ». Je n'avais pas changé une virgule dans mon cours, juste un mot dans le titre. Les mots sont donc importants. Alors je voudrais juste mettre en évidence un ou deux mots qui m'interpellent pour que vous réfléchissiez, parce que c'est vous qui êtes sur le terrain plus long.
Alors j'entends, désolé Santa, je lis chef du service. Moi je m'arrête déjà au premier mot, chef. J'ai vu dans d'autres endroits ici, directeur ou directrice. Et ça me pose le même problème. Moi je suggère qu'on change le mot, mais c'est pas, j'ai aucun droit d'amener cet élément-là, sauf comme un élément de réflexion, j'insiste. Si on met à la place de chef ou à la place de directeur responsable, on est redevable envers notre population de gérer notre travail correctement. Et j'élimine cette voie hiérarchique qui vient d'en haut, dont on parlait il y a quelques heures déjà. Voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez, bien sûr, ça ne vous regarde pas. Mais ça me paraissait important qu'on réfléchisse. Et puis, on a quand même une possibilité de répondre. Oui, on doit juste réfléchir. Dans 2 secondes, parce que je voulais vous en balancer une deuxième, tant qu'à faire. J'entends parler sans arrêt, et c'est peut-être parce que j'ai mal compris, c'est sûrement parce que j'ai mal compris, parce que ma cervelle se transforme en coulis. J'ai remarqué une deuxième rime là au passage. Bon, alors je lis sport, jeunesse, intégration, et moi j'entends ghetto, 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 et ça me fait peur. Mais c'est peut-être pas les ghettos. Peut-être que vous allez beaucoup plus loin que vos mots. J'en sais rien puisque je suis plus là depuis très longtemps. Mais ça me paraît important qu'on réfléchisse à cet élément-là, parce qu'il me manque quelque chose, une vision d'ensemble, qui est peut-être dans le mot intégration. Mais si l'intégration, c'est seulement l'intégration des étrangers qui viennent vivre ici, alors on est passé à côté de quelque chose, à mon avis. Parce que c'est l'ensemble de la population. C'est pas seulement la jeunesse comme une étape dans ma vie, et c'est important que cette jeunesse aille dans une direction qui soit bénéfique pour elle, bien sûr, mais il n'y a pas que la jeunesse, il y a le restant de la population qui mérite aussi qu'on n'oublie pas. Et puis, le dernier élément, et cette fois-ci je me tais, vous avez la parole, et bien sûr pour tout le restant du temps, c'est qu'il y a autant d'animation, de style d'animation, de technique d'animation, d'éléments que vous voulez, que d'animateurs. C'est normal. Merci. Bon, après, pour revenir sur mon titre, il y a un petit quelque chose où je vous rejoins parce que ça fait 5 ans que j'ai été nommée chef de service et puis je pense qu'il m'a fallu 2 ans pour pouvoir dire que je suis chef de service sans rire parce que j'ai eu beaucoup de peine à m'associer à ce titre. Mais par contre, je pense qu'il ne faut pas confondre l'action de ce qu'on fait au titre qu'on porte, parce que moi, ce titre, je l'ai parce que j'appartiens à l'administration communale et il est lié à la fonction communale, et je pense qu'il s'arrête là. Par contre, il a une utilité qui est un constat que je trouve en même temps assez triste, et puis pour moi qui est assez un fait, c'est que dans certains milieux, d'arriver à dire qu'on est chef du service, ça te donne un poids de crédibilité qui n'est pas la même que si tu dis que tu es animateur. Et je pense que ça, c'est pour ça que je ne me battrai jamais contre ce titre. Et puis l'autre chose, je répondrai un petit peu par une boutade. Oui, je m'occupe du service sport, jeunesse et intégration, mais s'il n'y a pas que moi sur la ville de Monté qui utilise des outils d'animation socio-culturelle, et je pense que les outils d'animation, par exemple, il y a Lorenzo du théâtre du Crochetan, je pense qu'il est quelqu'un de très actif, qui utilise aussi beaucoup d'outils, qui s'adressent à plein de populations sur l'animation socio-culturelle. C'est pas moi ou mon service qui détient ce pouvoir-là. Par contre, dans ma fonction, on a déterminé des domaines de compétences qui touchent au domaine de la jeunesse, de l'intégration et du sport. Et il y a d'autres gens qui s'occupent des personnes âgées. Enfin voilà, on ne peut pas résumer. Moi, je ne suis pas Wonder Woman, quoi. Moi, j'adhère à votre réflexion. Vous remarquez que j'ai employé le mot de en charge de direction plus que directeur. C'est vrai qu'il y a la question du titre, mais après, tout dépend de la manière qu'on a de l'utiliser. On peut être responsable et être un inquisiteur, directeur, ou on peut être directeur et être animateur socio-culturel. Je veux dire, moi, dans l'équipe avec laquelle je travaille, j'ai des fois plus l'impression d'être un animateur avec une population qui est les animateurs socio-culturels, plus qu'un directeur. Dans une petite structure, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Donc moi, je ne peux pas réagir sur la première réflexion, moi je suis animatrice.
Mais pour la suite, on parlait de ghetto. Et moi, c'est vrai que ça m'interpelle depuis longtemps parce qu'on parle toujours de travail social hors mur, d'animation hors mur, et ça se concentre toujours sur la jeunesse. Et en fait, ce que je remarque en travaillant dans des villages, c'est qu'on ne peut pas se concentrer uniquement sur la jeunesse, on touche toute la population. Ça passe par le médecin de famille, ça passe par les aînés, ça passe par toute la population, même si mon mandat est quand même un peu ciblé de faire des actions avec les jeunes, mais je touche vraiment, je touche toute la population. Et mon idéal à moi, ça serait d'être engagée comme animatrice pour la population et pas que pour les jeunes. Et je crois aussi qu'il ne faut pas se limiter à des titres, parce que si on parle au niveau de la ville, on a le service jeunesse, ça ne veut pas dire qu'on reste enfermé dans nos murs et puis qu'on ne collabore pas et qu'on ne met pas en lien les jeunes avec d'autres populations. Comme si on s'occupe de l'intégration des migrants, ça ne veut pas dire qu'on reste dans un petit monde enfermé. Je crois que c'est juste un titre, une fonction et un mandat qui est donné. Après, il y a aussi ce qu'on fait sur le terrain. Oui, j'ai une question un peu différente. Parce que là, on parle surtout de est-ce que l'animateur lance des pavés ou des pantoufles. Je me demandais, est-ce que l'animateur reçoit des pavés? Comment on vit ça et comment on traduit ces pavés qu'on peut recevoir dans une discussion avec les politiques? Alors, je trouve la question hyper intéressante et très déstabilisante. J'ai vraiment pas réfléchi ça sur cet angle-là. Alors, effectivement, si je regarde mon histoire professionnelle, des pavés, j'en ai reçu pas mal. Et puis après, effectivement, il faut qu'on essaye de partir vers quelque chose. Après, de résumer comment on fait, je pense que quand on reçoit, la population avec laquelle on travaille, quand on reçoit des doléances, où on a sentiment de choses assez fortes ou problématiques, il faut vraiment pouvoir enclencher une action là autour, qu'elle soit dans l'échange et la discussion avec le monde politique ou citoyen, qu'elle soit dans l'action d'un projet, mais moi je vois plutôt ça comme une demande à laquelle il faut répondre. Après, je ne sais pas si ça va dans le sens de ce que vous... Après, je dirais peut-être, comme il y a quelques jeunes travailleurs sociaux parmi vous, il faut aussi apprendre à gérer personnellement, parce que c'est clair qu'on est dans des métiers pas faciles, on a des remarques des fois qui sont quand même hyper blessantes, on est dans des situations difficiles. Après, il y a le plan de l'action professionnelle, et après, clairement, il y a le plan personnel, de pouvoir prendre du recul et essayer de vraiment se dire qu'on n'est pas visé en tant que personne, mais c'est vraiment lié à la fonction, la situation ou à plein de choses pour essayer de prendre du recul, en fait. C'est vrai que les pavés qu'on a reçus, j'allais dire que j'ai reçus, mais c'est finalement l'institution qui les a reçus, souvent étaient motivés par une insatisfaction. Et les pavés sont plus venus de la population que du politique, de mon expérience en tout cas. Donc ça nous a permis de nous remettre en cause et puis de voir la réalité aussi, d'enlever sortir de la pantoufle un peu. Je pense que moi j'ai reçu 2-3 claques politiques, même si je dis qu'on est dans une co-construction, qu'on soit clair, hein, ils n'ont pas toujours fait ce que je souhaitais et que je pensais juste. Par contre, je pense que le pavé ne doit vraiment pas être un arrêt sur image. C'est pas parce qu'il y a une clash ou un problème qu'on doit faire comme s'il n'existait pas ou passer à autre chose. On doit vraiment rentrer dans une dynamique d'action. Oui, moi je voulais juste revenir en fait avant sur vous parliez des rituels et des valeurs. Et puis je me demandais en fait, comme le métier est tout le temps en évolution, de la formation en évolution, je me posais la question si vous n'avez pas peur que l'évolution soit tellement rapide que ça ne soit pas forcément en accord avec vos valeurs, vos outils, et si vous n'avez pas peur justement de devenir impuissant. Alors je ne sais pas parce que je ne suis pas Madame Irma. Par contre, j'essaie de me plonger dans le passé et si je regarde, quand j'ai commencé il y a 15 ans à Soluna avec l'école et aujourd'hui, je pense que ce qu'on fait aujourd'hui correspond plus à mes valeurs et c'est ça qui me rassure. Et j'espère que le jour où il y aura un dérapage, j'aurai le nez de le voir pour essayer de l'anticiper.
Et je pense que réellement, il y a des fois où on est impuissant. Et j'espère qu'on est impuissant que dans certains domaines, et puis pas surtout, et puis qu'on arrive quand même à travailler. Mais je pense qu'il y a des choses sur lesquelles c'est beaucoup plus difficile de travailler à des moments donnés. Oui, alors je voulais juste reprendre peut-être une remarque à opposer ce qui n'a pas peut-être d'être opposé. On a pas mal développé de relations ici avec l'Argentine, et notamment avec une organisation qui s'appelle Nueva Tierra, qui développe une formation militante. Et comme je les avais montré, il y avait 5500 personnes qui étaient en auto-formation militante. Et dans ces militants, il y avait des gens dans le jardin populaire, dans l'éducation, dans les crèches, des militants syndicaux, militants paroissiaux. Ils avaient créé des écoles, c'était des écoles des citoyens. Et Nestor Borrell, ici même, une fois qu'on est venu, nous en Argentine, on n'en peut plus des organisations non gouvernementales. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est des organisations gouvernementales. On veut agir à la base, on veut agir à la tête de l'État. On veut être actif dans la rue, on veut être actif au ministère. Et moi, je crois que c'est ça qui est important. C'est que chacun, dans sa position, il peut faire bouger des choses. On a une travailleuse sociale modèle, Ruth Dreyfus. Elle a été présidente de la Confédération. Quand elle était présidente de la Confédération, moi je pense qu'elle continuait d'avoir son agenda secret, qui était celle de ne pas se contenter du quotidien, de ne pas soutenir les puissants, de ne pas se satisfaire des règles et de modifier la répartition des ressources. Mais elle faisait ça au niveau du Conseil fédéral. On a très bel exemple quand on voit Pierre-Yves Maillard. Pierre-Yves Maillard, c'est un militant syndical. Il vient du syndicalisme, il est président du gouvernement vaudois. Je l'ai souvent entendu s'adresser à des militants. Puis il dit, bougez, faites bouger, créez des rapports de force. Et puis moi, du côté du Conseil d'État vaudois, je verrai ce que je peux faire. Mais on partage la même vision, on n'a pas du tout la même position. Donc, ce qui nous semble le plus important, c'est de dire que l'animation veut plus d'égalité, plus de liberté, plus de fraternité. C'est un mot qu'on utilise un peu moins. Je suis en train de dire Lucas Bidard qui parle de la fraternité. Et puis, 12 thèses suite aux attentats du 7 janvier. Une des thèses pour la France, c'est plus de fraternité, et dit par les outils d'éducation populaire. Et de nouveau, il dit dans la rue, dans les écoles, dans les villes, à tous les étages de l'État. Alors on ne peut pas dire qu'il y aurait dès que des gens ont des positions, ils sont des traîtres. Non, c'est le contraire. C'est ça, c'est des insiders, des gens qui ont des positions. Ou alors c'est des cons. Voilà, des traîtres. J'ai juste une question qui a trait à la gouvernance. Vous avez expliqué que vous êtes, par exemple, syndicat des chefs de service, il y a 3 secteurs dans ce dont tu es responsable, vous travaillez dans des villes, dans des communautés. Moi, mon impression, c'est que tout ça, du point de vue politique, du point de vue organisationnel, c'est très sectorisé. Et mon intuition m'amène à penser que peut-être aujourd'hui, il faudrait développer des choses sur le plan transversal, par rapport, par exemple, au département de la culture, au département de l'intégration, au département de l'éducation, et comment votre posture d'animateur socioculturel, puis comment notre posture aussi pourrait favoriser que les actions se fassent de façon transversale, parce qu'il me semble qu'il y a des actions qui ne peuvent pas être nommées, qui ne peuvent pas être soutenues ou financées, parce que tout est très pensé de façon un peu sectorisée. Je ne sais pas si c'est quelque chose à quoi vous êtes aussi confronté, et puis si vous avez un peu de réflexion là-dessus. Alors, de nouveau, moi je travaille sur le plan communal où je rejoins ton discours. Je pense qu'effectivement, sur le plan cantonal où la Confédération sectorise beaucoup de choses et puis on a des mondes qui sont assez hermétiques et dans lesquels où les collaborations sont assez difficiles. Par contre, sur le plan communal, je trouve que même si j'ai 3 secteurs théoriques qui sont très définis, dans les collaborations qu'on a, elles sont multiples
Et si je me repenche un petit peu sur l'histoire du service, quand on n'était que Soluna, on avait vraiment beaucoup de peine à travailler avec le réseau communal, parce qu'il y avait une image très très forte qu'on travaillait avec les jeunes. Donc le monde des adultes, voilà, le monde un petit peu, je dirais, des grands penseurs intellectuels, qui avaient pas mal de compétences d'organisation, n'arrivaient pas du tout à s'identifier à nous, et on avait vraiment beaucoup de peine à rentrer dans ces milieux-là. Après, on a rajouté le sport à la jeunesse, et là, moi, personnellement, c'était assez difficile, parce qu'on parle des claques, par exemple, moi, je me disais, mais le sport, ça n'a rien à voir avec l'animation, ça ne correspond pas, je ne me reconnaissais pas du tout dans ça, et puis après, il a fallu se trouver un terreau commun, et ce terreau commun a vraiment rajouté de la transversalité, en fait, parce qu'on a eu accès à plein de domaines et de gens qui ne voyaient pas trop avant, quand on était que Soluna, à quoi on était utile. Puis là, comme on avait cette dimension sport, il y a des gens qui ont commencé à s'intéresser à nous, à proposer des choses, et on a vraiment pu agir de manière beaucoup plus transversale et avoir accès à un autre réseau de la population de la ville. Et puis le troisième temps, quand on a rajouté l'intégration, ça a vraiment renforcé cette dynamique-là. On a de nouveau eu vraiment une ouverture sur du domaine où des gens, ou des institutions, ou des associations avec qui on n'était pas en lien. Et pour l'anecdote, ce que je trouve assez rigolo, c'est que par exemple, il y a des gens qui ont une question à poser au service des sports pour réserver une salle de gym, des fois ils écrivent à l'adresse Soluna. Et je trouve que ça montre bien que cette vision sectorielle, elle nous appartient, mais pour les gens, ce qui fait sens, c'est ce qu'on peut leur amener. C'est pas qu'on s'appelle Soluna, qu'on s'occupe du sport et de la jeunesse, ou de l'intégration, mais c'est vraiment le lien et la dynamique qu'on peut instaurer avec eux. Et pour moi, je dirais que l'agrandissement du service, c'est vraiment là où ça a eu du beau, en fait, au contraire. Et ça a vraiment... Je perds mon micro. Je crois que ça a vraiment donné l'accès au monde adulte pour les jeunes. C'est vraiment là où il y a la différence. Ça parle, hein? Ah, je suis bonne, là. Mais j'ai fini. Moi, je voulais rebondir là-dessus. C'est vrai qu'on parle de secteurs, etc. On le voit de plus en plus. Par exemple, quand on prend différents sens, il y a des pôles secteur jeunesse, secteur enfant, secteur aîné. Et je trouvais génial, en fait, avant, quand Gabriel Binder a cité tous les champs, enfin, toutes les différentes pratiques, la migration, le tourisme, le temps libre, le travail dans les quartiers, l'histoire, le spectacle, l'intergénérationnel. C'est vrai que moi, j'ai l'impression que je me retrouve en travaillant dans ces trois communes, dans plus ou moins tous les champs. Des fois un peu plus dans la migration ou ça, mais c'est vrai que de par le fait que je suis aussi dans une vallée, je touche aussi au tourisme, j'ai aussi des besoins qui répondent et pour les gens locaux et pour les touristes, donc il y a aussi des collaborations qui peuvent se faire avec un avis tourisme, etc. Et je trouve vraiment important d'avoir ces champs qui soient ouverts et de ne pas se renfermer sur quelque chose de trop précis. Ok, merci. Dernière question de la salle. Ok. Donc, en conclusion de cette table ronde, qu'est-ce que vous aimeriez amener, laisser comme pavé ou comme pantoufle à la salle? Moi, je pense qu'il faut rester animateur, il faut rester ancré dans les valeurs d'animation socioculturelle, quel que soit le niveau auquel on travaille, quelle que soit la manière ou l'outil qu'on va utiliser pour être avec, ou pour être dans une forme d'opposition aussi. Je veux dire, le fondement même du métier, je pense que c'est quelque chose qui va perdurer, changera la méthode, changera le temps, changeront les personnes, mais quelque part, ce qui a été instauré il y a 50 ans, je le trouve, enfin, je ne l'ai pas vécu avant, mais on est dans quelque chose qui est vivant. Voilà. Moi, je crois que, vu qu'on était là pour parler des enjeux de l'animation, puis qu'on parle beaucoup des nouveaux champs de l'animation, il y a une chose que je voulais amener dans ce débat, c'est vraiment quand on parle beaucoup d'attention, de valeurs, de principes de fonctionnement, quand on définit le métier de l'animation, quand on parle de nous. Et moi, je constate que
ben voilà, ces valeurs, elles commencent à se démocratiser, et puis dans le discours, en tout cas, on commence à les retrouver dans d'autres domaines professionnels. Par exemple, j'ai fait les entretiens dernièrement pour le poste de délégué à l'intégration, où dans les profils, on a retenu des titres universitaires comme des travailleurs sociaux, option animation en entretien, et on se rend compte que le discours, il devient gentiment un peu le même sur les principes, les valeurs, sur ce qu'on défend. Et je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un enjeu crucial quand on parle de l'animation. C'est plus de se définir en termes de valeurs, mais c'est vraiment parler du savoir-faire. C'est de comment on fait les choses, comment on amène les gens dans une action d'animation socioculturelle. Et je pense que si on veut pouvoir se faire une place dans ces nouveaux champs, c'est vraiment par ce biais-là. Moi, je pense qu'on a tous sûrement une perception différente du pavé ou de la pantoufle. Donc voilà, moi je me suis reconnue dans plein de choses qui ont été dites par rapport au pavé, alors que j'ai l'impression d'avoir jamais vraiment lancé de pavé, mais voilà, peut-être pour ma part c'était plus des pantoufles. Et ce que je voudrais dire, c'est que la militance, elle a des formes différentes, donc on voit qu'aujourd'hui il y a plein de postes de travail qui se créent dans des domaines très différents. Donc c'est déjà un travail de militance, de promotion du métier, de promotion des valeurs du métier. Et puis, il faut que ça continue, qu'on reste militant. Ok, donc merci beaucoup. Donc en résumé, l'animation socioculturelle pose problème, on l'a vu depuis ses débuts, sa naissance, même ici à l'école. Mais puisqu'on nous aime, continuons à poser problème.